Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. 4 jours après l'invasion russe du 24 février 2022, l'Ukraine signait une demande d'adhésion à l'Union européenne. 1 an et demi plus tard, le 8 novembre 2023, la Commission européenne donnait son feu vert. Alors cet avis doit maintenant être approuvé ou non par les 27 à l'occasion de leur prochain sommet, les 14 et 15 décembre à Bruxelles, dans tout juste un mois. Alors que faut-il en penser ? L'Ukraine doit-elle adhérer à l'Union européenne ? Si certains estiment qu'un élargissement vers l'Est est un élément fondamental de la sécurité européenne face aux appétits russes, d'autres y voient une provocation ou encore une problématique économique. Alors pour certains, les pays de l'ex-URSS subissent en effet une forte corruption. Selon un baromètre mondial de la corruption de 2021, l'Ukraine est le pays d'Europe le moins bien classé. Il suit tout juste la Moldavie. Alors il faut évidemment rappeler que les processus d'adhésion à l'Union européenne sont d'ordinaire très longs, très complexes. On compte jusqu'à 10 ans, voire plus, entre le moment où le pays pose sa candidature et son intégration à l'Union. Notons aussi que les candidatures doivent être acceptées à l'unanimité par les États membres et seulement à ce moment-là, le pays obtient le statut de candidat à l'adhésion. Alors nous allons revenir sur ce processus d'intégration, sur les motifs d'un élargissement européen. Au-delà de l'Ukraine, on pense aussi à la Moldavie, à la Géorgie et à l'Albanie, ces anciennes républiques soviétiques qui attendent donc réciproquement pour l'une l'ouverture des négociations d'adhésion, pour donc la Moldavie, et pour l'autre la Géorgie, l'attribution du statut de candidat. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Pierre-Yves Rougiron. Bonjour Pierre-Yves Rougiron. Bonjour. Vous êtes juriste, vous êtes spécialiste en intelligence économique, vous êtes directeur de la revue Perspective Libre et président du Cercle Aristote. Et nous sommes avec Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour Corentin. Donc normalement nos auditeurs vous connaissent, vous êtes le président de Radio Courtoisie. Voilà, donc nous sommes 2 membres de Radio Courtoisie, donc la courtoisie oblige à vous faire commencer par vous, Pierre-Yves Rougiron évidemment. L'Ukraine partage-t-elle pour vous véritablement les valeurs de l'Union et de l'Union européenne et du monde occidental ? Est-ce qu'a-t-elle sa place dans les instances de l'Union européenne ? Alors, déjà, les valeurs de l'Union européenne, on va essayer de parler de quelque chose qui existe, d'accord ? Il n'y a pas plus de valeurs de l'Union européenne que de beurre en branche. Donc, à un moment, il faut bien revenir sur des choses existantes. Ce que veut l'élite ukrainienne, plus encore qu'entrer pour l'instant, parce que je pense que personne ne se fait d'illusions sur une entrée à court terme, c'est avant tout un soutien financier, une rente financière sont les crédits de préadhésion. Crédits de préadhésion qui vont être pris sur les États qui sont les contributeurs nets, donc les grands perdants financiers de la construction européenne. Le perdant financier, celui qui perd certainement le plus par rapport aux sommes investies, c'est de très loin la France. Ce sera également épongé par nos amis néerlandais. Nos amis, c'est beaucoup dire, allemands ont, eux, un plan autre pour l'Ukraine, qui fait que eux récupéreront une partie de leur mise à notre détriment. Donc, si vous voulez, les valeurs de l'Ukraine, on parle quand même d'un pays... vous l'avez dit, vous l'avez reconnu, d'un pays qui a des problèmes de corruption majeurs, d'un pays qui a des problèmes de haute criminalité. Alors vous me direz, ça fait un peu partie des valeurs de l'UE, ça pour le coup, vu comment elle est gérée, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quant aux valeurs de l'Occident, objectivement, tout ceci devient de la catégorie humoristique. Donc, moi, que l'Ukraine adhère à ce qu'elle veut, mais certainement pas à notre détriment. Donc, à titre personnel, si l'UE doit se maintenir au détriment de la France, ce qui n'est pas dit dans les 10 ou 15 ans de négociations avec l'Ukraine, eh bien, mieux vaut que la France bloque ce processus parce qu'elle va avoir toute une vague antérieure à l'Ukraine d'États déficitaires qui vont demander de l'argent que nous allons donner sur la sueur des Français. Ce sera le cas de l'élargissement des Balkans d'abord. Et certainement
Et- d'une partie même de pays limitrophes du Caucase qui seront certainement prêts avant l'Ukraine. Et justement, on va en parler juste après. Pierre-Alexandre Bouclet, je me tourne vers vous. Vous pensez déjà que les valeurs européennes existent? Et puis, justement, est-ce que l'Ukraine fait-elle partie de ces valeurs européennes de l'Union européenne? Alors, l'Union européenne n'a pas de valeur, je pense pas, si ce n'est des valeurs financières. En revanche, l'Europe est une civilisation et par définition, elle a donc un certain nombre de valeurs. L'Ukraine, oui, à mon avis, y participe tout à fait, puisqu'on a eu, dès le Moyen-Âge, un mariage avec une reine de la Rousse de Kiev, donc on est quand même un ensemble assez cohérent. En revanche, ce que je voudrais dire surtout, c'est que sur la question que vous nous posez, je crois qu'il faut partir du réel et qu'il faut être russe. Alors, être russe, si vous voulez bien, je vous expliquerai un peu plus en détail ce que je vois par là. Il y a d'abord une excellente raison, à mon avis, d'avoir l'Ukraine de notre côté. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait au début du conflit, le vrai conflit, le gros conflit en 2022. Alors, justement, Pierre-Alexandre Bouclet, juste avant de nous raconter votre arrivée en Ukraine, vous connaissez la règle, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Marie Falicon, et après je me retourne vers vous. Ça laisse un temps de suspense. Voilà, exactement. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre. La table ronde. Alors Pierre-Alexandre Bouclet, nous étions avec vous, vous nous expliquiez donc vos voyages notamment en Ukraine parce que vous connaissez bien ce pays. Oui, alors malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller en Ukraine en 2022 parce que ça n'est plus de mon ressort aujourd'hui, mais j'ai beaucoup voyagé en effet en Europe de l'Est par le passé, donc j'ai gardé un certain nombre de contacts dans tous ces pays, et donc en 2022, j'ai appelé surtout des amis russes pour comprendre un peu ce qui se passait, pour comprendre l'origine de cette attaque qui, objectivement, et tout le monde doit le reconnaître, a surpris les Russes, même au plus haut niveau. C'est-à-dire que, franchement, j'ai un certain nombre de contacts qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, et tous les contacts en France étaient également sidérés. Donc il y a eu un effet de sidération. Mais, quelques semaines après, les gens commençaient à intégrer quand même les raisons, et l'un de ses amis russes, qui est député, m'a dit, au fil de la conversation, écoute, c'est très simple, Odessa, c'est 20% du commerce mondial à destination de l'Union européenne. Si on tient Odessa, on tient l'Occident par les couilles. Ce sont ses propres mots. Moi, je ne me permettrai jamais de dire ça, évidemment. Et il se trouve que moi, je n'ai pas envie que quiconque me tienne par les couilles si je ne l'ai pas demandé. Donc, rien que pour cela, si vous voulez, ça nous explique pourquoi on ne doit pas laisser tomber l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Ensuite, être russe. Être russe, ça veut dire retrouver une certaine combativité, abandonner une certaine naïveté, qui a été le cas de l'Union européenne, enfin des membres de l'Union européenne, des Européens de l'Ouest, qui avaient cette vision idyllique, un peu abrutie, quoi, pour dire les choses simplement, économique d'un vaste grand marché pacifique et positif, débarrassé des vulgarités de l'histoire, débarrassé des vulgarités de la politique. Ça, c'est vraiment débile, c'est vraiment n'importe quoi. Les Russes n'ont jamais abandonné le politique. En cela, ils sont respectables et on devrait s'inspirer d'eux. Et il se trouve donc qu'il faut partir du réel. L'Union européenne est bourrée de défauts, mais elle existe. Et le monde autour de nous, il existe aussi. Donc nous devons partir avec la donne qui est dans notre jeu et savoir au nom de quoi et de qui nous parlons. L'ennui, si vous voulez, c'est que j'ai beau, moi, combattre le système de l'Union européenne, et j'ai beau ne pas approuver le gouvernement qui est le mien en France, il se trouve que je suis un Français et un Européen de l'Ouest, et que les gens dans le monde entier me désignent comme tel. Par définition, je dois l'accepter. C'est la donne qui est dans nos mains. Alors, Pierre, allez-y, finissez, puis je vais donner la parole à Pierre-Yves Rougeron. Ensuite, voilà, il se trouve que l'Ukraine, c'est une pièce maîtresse du nouveau grand jeu. C'est vraiment important, on pourra développer tout à l'heure. Et donc, à ce titre, il faut l'avoir sous son influence plutôt que sous celle d'un adversaire. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment l'essentiel. On pourra débattre ensuite sur le reste. Alors, Pierre-Yves Rougeron, là-dessus. À titre personnel, nous, on était en 2014 dans les institutions européennes quand tout ceci a commencé. Donc, moi et mes camarades, je pense à Romain Bessonnet particulièrement, on a été très très impliqués dans tout ce conflit. Et voilà, moi, je reste sur un point de vue simple qui est le point de vue français. D'accord ?
Moi, de réaliser les opinions géopolitiques des autres au détriment des Français, ce sera jamais. D'accord? C'est simple. L'Ukraine, c'est un pays dont le salaire moyen est 150 euros. D'accord? C'est un pays dont nul ne peut dire qu'est-ce qui restera après cette guerre. Les Russes ne reculeront pas. Au passage, les Russes ne visent pas, et moi il est hors de question de mettre la France en face d'un ennemi qui n'est pas le sien. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas, et d'ailleurs le pouvoir français actuel dans son soutien à l'Ukraine joue avec ça, il n'y a pas d'état de conflit entre la France et la Russie. Vu que le gouvernement Macron joue jusqu'aux limites avec la notion de co-belligérance. Nous n'avons strictement aucun intérêt à nous affaiblir encore davantage que cette crise nous a affaiblis pour des raisons entre autres énergétiques. Pour faire plaisir à qui? À un agenda géopolitique qui n'est pas le nôtre. Que l'agenda géopolitique qui fait plaisir, c'est pas celui de la civilisation, c'est celui des intérêts. Des intérêts de qui? Intérêt d'abord des Américains qui vont nous balancer le bébé de ce qui restera de l'Ukraine, certainement une Ukraine largement amputée en plus de ses zones utiles. Nul ne sait et nul ne peut garantir que les parties revendiquées par d'autres pays que la Russie ne seront elles-mêmes pas l'objet de contentieux pour avoir plusieurs de... mon équipe on parle de la Hongrie, là. Pardon? On parle de la Hongrie, là. On parle de la Hongrie, on parle de la Pologne, on parle de beaucoup de pays. Et puis surtout, même la guerre en Ukraine ayant déjà emporté des changements substantiels en Pologne, je suis pas sûr que ça s'arrête là. Or, on va nous refiler le bébé dans ce qu'il en restera. 2, ça va devenir une nouvelle zone, disons, de pillage de l'économie française, comme le sont une large partie des pays de l'Est. Je rappelle que la plupart des délocalisations aujourd'hui se font vers les pays de l'Est au détriment des Français, et que faut terminer avec le mythe de la délocalisation asiatique qui pouvait, disons, arranger tout le monde. Et en plus, c'est nous qui allons devoir payer les pré-bails militaires, et entre autres les pré-bails militaires américains. C'est écrit dessus comme le Port-Salut. Il suffit de voir pourquoi Joe Biden, qui n'a absolument pas plus d'intérêt pour la France que pour d'autres pays, nous invite à intervalles réguliers à des rounds d'état des lieux. Ce sera pour nous présenter l'addition. Donc ça va nous coûter suffisamment cher, déjà. Ça va servir à l'économie allemande d'avoir un nouvel hinterland à pas cher. Même les Polonais l'ont compris. Les Polonais manifestent déjà pour ça. Alors, parce que ils disent non, c'est nous qui pillons une partie des pays européens de l'Ouest. Ça n'a pas à être les Ukrainiens. Peut-être Pierre-Yves Rougiron, faire déjà réagir Pierre-Alexandre Bouclet là-dessus. Donc sur cette adhésion, vous dites donc qui affaiblirait l'UE et qui ne répond à un agenda politique. À titre personnel, que ça affaiblisse l'UE, c'est pas mon problème. Oui, mais c'est un agenda qui n'est pas français. France, voilà. C'est la France. Et donc des intérêts américains. Voilà. Et puis les intérêts germano-allemands, mais ça, si vous voulez, une large partie des pays européens sont d'accord. Donc ça affaiblit les gens, mais avec leur consentement. Alors, je propose, Pierre-Alexandre Bouclet, si vous pouvez répondre là-dessus, puis après, je reviendrai vers vous, Pierre-Yves Rougiron. Alors, moi, je suis en désaccord avec M. Rougiron. Je pense que ça nous concerne directement et que ça concerne notre propre influence dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, à mon avis, de toujours penser en termes de « je délègue ma souveraineté aux Américains » ou « je délègue ma souveraineté aux Russes » ou je me soumets à telle ou telle puissance. C'est-à-dire que je pense, quand je parlais d'être russe, il faut accepter que nous existons encore. Nous ne sommes pas encore morts et nous avons encore vocation à nous exprimer et à faire valoir nos intérêts. Donc rien que pour cela, je pense qu'il y a un minimum de cohérence politique et de continuité politique dans le conflit en cours. C'est-à-dire,
C'est Hubert Védrine, je crois, qui dit que la manière dont on traite ses alliés a toujours un prix politique. Je crois qu'il a profondément raison. La Russie est respectée dans le monde parce qu'elle ne lâche ses alliés et partenaires sous aucun prétexte, même les plus pourris. Les États-Unis se sont discrédités dans le monde, profondément discrédités, à cause de leur attitude envers les Irakiens, envers l'Afghanistan, envers les Kurdes encore il y a quelques années au nord de la Syrie. Eh bien, nous, je pense que nous devons respecter nos engagements et ne pas lâcher les gens auprès desquels nous nous engageons. Parce que imaginez l'image que nous donnerions au monde si nous lâchions encore un partenaire. C'est-à-dire, c'est encore un effet d'affaiblissement de notre influence dans le monde. Il se passe en ce moment l'émergence d'un concept qu'on appelle le Sud global, qui est porté par la Chine, qui est rejoint par la Russie, par l'Iran, et ça va compter. Et l'image que nous donnons à ces gens compte énormément. Notre fiabilité compte énormément. La confiance, ça compte énormément en diplomatie. Et donc là, je pense que nous devons nous imposer, nous devons respecter nos engagements. Et sincèrement, moi, je pense que l'Ukraine est une pièce stratégique parce qu'encore une fois, il y a ce port d'Odessa, mais il y a aussi le réseau d'hydrocarbures. Les relations avec la Russie, pour l'instant, sont finies, coupées, mais la géographie nous impose qu'un jour, ça redeviendra un partenaire. Et l'Ukraine a un énorme réseau d'acheminement d'hydrocarbures. Ce sera aussi un phare East parce qu'il y a des investissements gigantesques à faire là-bas. Pendant des années, moi, j'ai aidé des entrepreneurs français à s'implanter en Russie ou en Ukraine. Il y a énormément, par exemple, de gisements de gaz de schiste en Ukraine. Il y en a dans la région de Kharkiv, il y en a dans les Carpates ukrainiennes. On a des métaux rares qui sont là-bas pour des milliards et des milliards d'euros d'investissement et de dividendes. On peut vraiment réaliser des bénéfices gigantesques et trouver peut-être même une certaine autonomie parce que ils ont là-bas du lithium, du cuivre, du cobalt. C'est passionnant d'avoir tout ça parce que pour nous, c'est l'occasion pour l'ensemble européen, qui n'a pas vocation à rester toujours Union européenne avec toutes ses tares, mais qui sera peut-être un jour réformable pour des États-nations qui pourraient accepter cet immense bloc. Eh bien, c'est important d'avoir une sorte d'autonomie et qui nous permette d'échapper justement à l'Afrique, qui nous permette d'échapper aux États-Unis. Et j'ajoute, on parlait de l'économie et des coûts que ça va avoir. Oui. Nous pouvons, nous, être partie prenante d'un gigantesque plan Marshall, et je le dis je le dis à dessein, le plan Marshall, c'est quand même exercer sa domination ensuite sur le bénéficiaire du plan. Et pour nous, pour la France, ça peut être extrêmement important. Et enfin, je pense qu'il faut imaginer, tous ces milliards d'investissements que nous pouvons faire là-bas et qui vont nous assurer de la puissance. Parce qu'il ne faut pas penser en termes peut-être de valeur, de souveraineté. Je pense qu'on doit penser en termes de puissance. De puissance, donc justement, Pierre-Yves Rougeron, là-dessus, sur ce plan Marshall, d'un point de vue économique, d'un point de vue énergétique, qu'en pensez-vous ? Alors, à titre personnel, ça me rappelle tous les discours qu'on a fait pour faire accepter aux Français l'élargissement à l'Est. Et l'élargissement à l'Est, ça a été, disons, une catastrophe pour les Français. Il faut quand même, à un moment, moi, si vous voulez, il y a des discours qui me surprennent pas, mais à un moment, faut savoir d'où on parle. D'accord ? Moi, à titre personnel, le discours, on va aménager les pays de l'Est, on va être très clair. Comment sont aménagés les pays de l'Est ? Ils se sont aménagés par l'idée allemande contre l'idée franco-italienne, disons, d'une zone autonome de l'Est, raccrochée avec une distance aux pays de l'Ouest. Ils se sont raccrochés par la fameuse idée du groupe de Visegrad, qui est beaucoup plus ancienne que ce qu'on croit. Et ils se sont raccrochés sous l'égide de qui ? De l'Allemagne. D'accord ? Donc, et ça, c'est pas discutable. Aujourd'hui, l'Hinterland allemand, c'est 30% par exemple de l'industrie hongroise. Bon, ça a permis quoi ? Ça a permis que l'Italie ne crée quasiment plus de richesse depuis son entrée dans l'euro. D'accord ? Vous voyez, l'Italie est un pays qui sèche sur pied. Et ça a permis la dégringolade de l'industrie française. À un moment, la France ne se relèvera plus. À un moment, il faut s'occuper de notre pays. Quand j'entends une idée de plan Marshall, alors il faut être très clair, la plupart des richesses de l'Ukraine, elles sont déjà gagées sur l'après-guerre. Vous savez,
ça me fait penser à Monsieur Bouygues, à qui on a promis de reconstruire l'Ukraine. Vous verrez qu'il n'en sera rien. Les Français sont les cocus de ces histoires-là. Et c'est ce qui vous explique la ligne ukrainienne délirante de LCI. Donc à un moment, les Français n'ont rien à faire là-bas. Les Français n'ont rien à faire dans ce conflit. Il y a 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous perdons de la souveraineté tous les jours et de la puissance tous les jours face à un ensemble qui nous nuit et qui travaille pour des intérêts autres. Et l'idée de « on va remettre une pièce dans le jukebox, cette fois-ci ça marchera », à titre personnel, moi je ne joue pas à l'avenir de mon pays, à l'avenir de mes enfants au dé. Et surtout pas avec des gens dont je sais, parce que ça fait quand même la bagatelle de traité de Rome 53, donc 53, ça ne nous remet pas hier matin, d'accord ? Que les dés sont pipés. Alors justement, on comprend que donc, vous ne croyez pas, Pierre-Yves Rougiron, vous, donc, à ce plan Marshall et puis cet apport économique et énergétique de l'Ukraine pour la France et pour l'Europe. Je voulais revenir avec vous, Pierre-Alexandre Bouclé, sur comment dire, que l'Ukraine a cette réputation d'être un pays corrompu. Je rappelle que, notamment, selon le baromètre mondial de la corruption de 2021 établi par l'ONG Transparency International, l'Ukraine est le pays d'Europe le moins bien classé. Il suit tout juste la Moldavie. Alors ça, évidemment, est-ce que ça pose problème pour une adhésion potentielle à l'Union européenne ? Oui, évidemment. Alors, l'Ukraine est effectivement un pays extrêmement corrompu, ça fait aucun doute. Mais comme pouvait l'être d'ailleurs la Pologne, voire les pays baltes, lorsqu'ils sont entrés dans les années 90-2000. C'est malheureusement un fait. En revanche, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Moi, je sais, encore une fois, j'ai aidé les entreprises françaises dans les années 2004, dans les années 2015-16. À partir justement des années 2004, c'est devenu extrêmement difficile. C'était presque impossible parce que, notamment sous l'ère Yanukovych, donc le dictateur ukrainien qui a été déchu et qui a trouvé refuge en Russie, bien que Poutine n'ait pas voulu le recevoir à Moscou. Donc, quand je vous parlais du soutien de la Russie à ses partenaires, quels qu'ils soient, on en a un bel exemple. Et effectivement, on ne pouvait plus investir en Ukraine parce qu'il fallait tout de suite payer ce qu'on appelle des toits, c'est-à-dire des pots de vin gigantesques, se mettre à l'abri d'une puissance mafieuse, criminelle quelconque, qui était soit la police, soit l'État, soit le gouverneur du coin, soit le vrai crime organisé. Voilà. Bon. Donc oui, l'Ukraine est forcément corrompue. En revanche, beaucoup d'efforts ont été faits ces derniers temps. On ne parle pas d'une adhésion, encore une fois, pour l'an prochain. C'est un immense processus. Aujourd'hui, les pays baltes sont assainis, donc on peut envisager une perspective dans ce sens. Et encore une fois, je ne parle pas en termes d'Union européenne, je parle en termes d'Europe. Et encore une fois, notre intérêt. Et il y a un discours qui consiste à dire en ce moment, il faut pas payer parce que c'est pas à nous de payer l'addition. Je comprends. Mais il faut quand même comprendre que ça, c'est l'essentiel de l'argumentaire russe. Et nous n'avons pas, nous, à faire plaisir aux Russes, parce qu'on peut apprécier les Russes, mais nous ne sommes pas Russes. Donc, la raison pour laquelle les Russes ne veulent pas que l'Ukraine bascule, c'est parce qu'ils la veulent pour eux. Ils la veulent pour eux pour des raisons évidentes. Et c'est pas parce qu'ils aiment l'Ukraine, c'est pas leur petit chou à qui ils veulent faire des bisous, on l'a vu. Ils veulent l'Ukraine parce que ça compte. Parce que c'est une pièce, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une pièce déterminante dans le jeu qui se met en place. Et il est important, en termes de puissance, de l'avoir de notre côté. Je n'ai rien, moi, contre un certain impérialisme. Et je pense qu'il est bon. L'Ukraine a besoin d'aide. Eh bien, en échange de cette aide, eh bien, nous allons installer notre influence et notre puissance. Et je ne vois pas pourquoi la France devrait y renoncer. C'est pas possible. Justement, Pierre-Yves Rougiron là-dessus, donc sur donc la réputation de l'Ukraine d'être corrompue et puis sur cet impérialisme européen assumé donc par Pierre-Alexandre Bouclé. Mais si vous voulez, moi c'est un rêve. C'est pas encore une oui, non, mais c'est un rêve dont les deniers vont être payés par le peuple français pour le compte de l'Allemagne et des États-Unis. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, à la fin, je pense que beaucoup de gens auront ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que la France s'en relèvera pas. Mais à un moment, là encore, faut parler des réalités. Une partie des élites anciennement corruptrices qui ont été
et ça c'est pas, si vous voulez, ça a été suivi par la presse américaine avec, je vous le dis, un minimum d'humour. Le rapport dont vous parlez, Transparency International, donc ONG américanomorphe bien connue, une partie des gens qui sont dedans ont été suivis par la presse américaine jusqu'au poste de pouvoir actuellement. Donc, si vous voulez, moi je veux bien faire avancer la lutte contre la corruption en faisant élire les corrompus. On aurait pu très bien, dans l'Amérique des années 20, donner un poste de chargé d'anticorruption à Al Capone, ça aurait certainement fait baisser le problème. L'Ukraine est un pays profondément mafieux. De moins en moins. Nous allons déjà avoir, pour le compte de l'européanité, l'arrivée massive qui sera antérieure à l'Ukraine de la mafia albanaise, vu que l'Albanie, vu que Berlin le veut, Berlin entrera, l'Albanie entrera, l'entité kosovarde, narco-État, même problème, et le Monténégro, même problème. Or, je vous rappelle que nous allons avoir, cause d'européanité toujours, un problème de narco-État à notre immédiate frontière nord, puisque 2 pays européens sont en train de le devenir, qui sont la Belgique dans un second temps, mais d'abord les Pays-Bas, parce que ce sont des pays qui sont en train de pourrir sur pied et qui ne peuvent pas se défendre face à l'arrivée, pour cause de voies d'entrée européennes de commerce international, encouragées vivement par les institutions, d'arrivée massive du narcotrafic et d'un narcotrafic armé. Donc, si on joue à importer les mafias des autres, je pense qu'on va le regretter. Sur la notion d'impérialisme européen, là encore, la France va travailler pour le roi de Prusse, ce ne sont pas ses intérêts. La France n'a pas à se ruiner face à des zones qui vont demander des sommes considérables, un retour sur investissement nul, ce qui a été le cas de la totalité des pays d'Europe de l'Est, ce ne sera pas différent avec celui-là. Et en plus, une nouvelle vague de délocalisation, avec, en plus, vu que l'Ukraine, il faut quand même le dire, quand il y aura un réaménagement agricole du pays, enfin de ce qui restera du pays, ça va en plus flinguer une partie de notre souveraineté alimentaire, qui est déjà bien mal en point, flinguée par qui? Par le duo germano-polonais déjà. Donc je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte que il n'y a pas de voie collective. Si vous voulez, la plupart des pays sont dans des logiques de passagers clandestins, sauf la France qui banque à peu près pour tout et pour tout le monde. Elle va en crever, elle est en train d'en crever. Et je pense que de vouloir remettre une pièce dans le jukebox, de devoir faire croire que la France puisse avoir quoi que ce soit de bénéfique avec ça, est un jeu dangereux, parce que l'Union européenne ne se réformera pas, sauf vœu de Berlin, et Berlin la réformera, si elle veut, avec l'accord des Américains et pour ses intérêts. La France n'a qu'un seul optique dans ça, c'est tiroir-caisse, et je pense que de faire miroiter aux Français des choses qui n'arriveront pas et participer à l'affaiblissement collectif, à la fin, la France ne pourra plus s'en sortir. Donc, alors, très vite, Pierre, je pense que un peu de prudence patriotique fera du bien. Pierre-Alexandre Bouclet, rapidement, justement sur notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On sait que donc il a éclaté notamment par certains diront une mauvaise interprétation des accords de Minsk. Là, le fait que l'Ukraine, il y ait eu un feu vert de la Commission européenne pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, ça peut raviver donc évidemment mettre le feu aux poudres dans ce conflit. Alors, d'abord, j'ajoute un point important sur l'économie. Alors, ce que vient de dire Pierre-Yves Rougeron se vérifie, c'est incontestable. Hein. En revanche, je pense que sur le temps long, ça peut néanmoins finir par s'inverser. Et surtout, il y a un point important, c'est sur l'immigration. Les métiers en tension aujourd'hui ne mettent plus les Français en compétition avec des immigrés, mais des immigrés entre eux. Et là, de la même manière, moi, je préfère voir venir en France des immigrés ukrainiens plutôt que des immigrés africains ou nord-africains. Voilà, pour ça, c'est un point. Concernant la tension avec la Russie, malheureusement, encore une fois, on n'est pas là, si vous voulez, la diplomatie, les relations internationales,
c'est l'affirmation de ses intérêts. On n'est pas là pour faire plaisir aux voisins. Donc, la Russie n'est pas contente. Mais en même temps, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Est-ce que nous sommes contents de la situation épouvantable dans laquelle nous a mise la Russie? Justement, Pierre-Yves Rougiron là-dessus, parce qu'on est obligé de conclure malheureusement sur cette question. Dès 2014, les Français ont été roulés par une partie de la diplomatie américaine, mais surtout par la diplomatie allemande dans les accords de Minsk. Bon, nous, on y était, on l'a vu assez facilement. À titre personnel, la naïveté du Quai d'Orsay, parce qu'il fallait faire plaisir justement à l'Allemagne, c'était l'obsession d'Hollande, nous a coûté fort cher. Moi, à titre personnel, les Russes n'ont pas d'eux-mêmes attaqué un intérêt français. Ils ont attaqué l'Ukraine. C'est nous qui nous en sommes mêlés au mépris de nos intérêts. Donc à un moment, moi, à titre personnel, le fait de reprendre une vie internationale normale avec Moscou est beaucoup plus important à mes yeux pour mon pays que l'avenir de l'Ukraine qui appartient aux Ukrainiens, qui ne m'appartient pas, mais à qui il ne m'appartient pas de faire plaisir non plus. Donc, voilà, pour moi, le but, c'est de rétablir l'intérêt de la France vis-à-vous du voisin peut-être le plus important à l'Est, qui est Moscou. Alors, merci, on va conclure là-dessus. Merci pour ce débat courtois entre vous deux. Voilà, on rappelle que c'est un enjeu qui vous tient particulièrement à cœur, donc merci. Je rappelle, Pierre-Yves Rougiron, vous êtes juriste spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre, et puis donc président du Cercle Aristote, et puis Pierre-Alexandre Bouclet, vous êtes président de Radio Courtoisie. Merci à tous les deux.